Cette aspiration légitime bute sur des obstacles parfois, sinon souvent infranchissables. So dites-nous, pourquoi est-ce si difficile d'acquérir une maison ou une parcelle de terre en Côte d'Ivoire? Alors, je vous remercie. Je vois que je suis en face à face. Donc, quand on parle d'immobilier, on parle de logement, c'est un intérêt. Et l'engouement est très certain, parce que vous avez rappelé tantôt qu'il y a un déficit chronique de logement, et le déficit effectivement se lève à 600 000 logements. 600 000 logements avec, ça c'est de façon conjoncturelle, mais de façon structurelle, c'est 10%. C'est-à-dire que chaque année, ça s'augmente de 10%. Donc la demande est là. Le gros problème, c'est comment produire les logements et comment on doit obtenir l'offre. C'est dans ce sens que je pense que les discussions qu'on va faire aujourd'hui vont porter sur deux volets. Le premier volet, c'est comment accéder au logement. Comment accéder au logement? Quelles sont les précautions à prendre pour avoir un logement ou pour avoir un terrain? Et par la suite, comment inviter les différents investisseurs pour venir participer à la production des logements. C'est les deux aspects et c'est ce qui est très important. Je veux simplement rappeler qu'en matière de logement, construire une maison n'est que l'aboutissement d'un processus. C'est-à-dire quand vous voyez une maison qui est construite, c'est très bien, mais c'est l'aboutissement de tout un processus. Il y a tout un écosystème autour. Ça veut dire qu'il faut absolument que nous respectons ce que nous appelons, nous, la loi des 3F, la sécurisation du foncier, la structuration d'un bon financement et puis la mise en place d'une bonne politique de fiscalité, c'est-à-dire l'exonération fiscale. Donc le gouvernement ivoirien, depuis 1980, a mis en place un processus compte tenu du fait que dans les années 60 à 80, il y avait suffisamment d'argent, l'État avait la capacité de produire suffisamment de logements. Ils ont mis en place à l'époque deux sociétés d'État, la SICOGI et la SOGEFIA, qui ont contribué à la production massive de logements. En 1974, l'État a lancé un vaste programme avec la possibilité de faire une commercialisation qui était basée à l'époque sur la location-vente. Donc ça a permis de créer des quartiers que nous connaissons à Abidjan. Vous avez les 220 logements, vous avez les SICOGI, vous avez tout ça. Et au-delà des logements, il y avait aussi la possibilité d'avoir des terrains viabilisés. Il y avait la GEF à l'époque qui était à la CETU, qui permettait d'avoir des terrains viabilisés en toute sécurité. Malheureusement, on se retrouve en 1980, la conjoncture, et l'État était obligé de se désengager de tout ce qui était société d'État et puis faire face à une autre politique de partenariat public-privé et permettre au privé de produire des logements. C'était des injonctions de la Banque mondiale compte tenu des ratios de gouvernance que la Banque mondiale et le FMI voulaient mettre en place. Et donc l'accompagnement n'a pas suivi. Il y a eu un déficit de logement et en 2010-2011, l'État a mis en place un vaste programme de logements sociaux, économiques et de standing. Donc la réorganisation du secteur, la réorganisation des promoteurs et permettre au secteur privé de produire les logements. Sauf que il y a eu beaucoup de problèmes compte tenu du fait que la solution qui était pensée, le business plan, le mécanisme économique qui était mis en place n'a pas suivi. Pourquoi? Parce qu'il a fallu un certain temps pour pouvoir travailler sur la sécurisation du foncier. Je vais donc parler un peu du foncier, ça va permettre de comprendre ce que c'est que la mise en faire un logement. Parce qu'un logement où le foncier n'est pas sécurisé, ça ne sert à rien, puisque le foncier est la base du processus de mise en place des financements. C'est là qu'il y a les crédits hypothécaires qui peuvent être pris, et c'est là qu'on peut faire les morcellements et rembourser les dettes, les crédits accurés. Je pense qu'ici, on appelle ça le mortgage, où les gens ont la possibilité de payer sur un certain nombre d'années, mais il faut que la question foncière soit réglée. À l'époque, il y avait des attestations villageoises. C'est là qu'on va donner des conseils par rapport à l'acquisition d'un site. Une attestation villageoise est émise sur un terrain villageois
qui n'a aucune sécurité. C'est-à-dire que constitutionnellement, l'État est propriétaire de toutes les terres. Mais culturellement, nous avons des droits coutumiers. C'est-à-dire que les propriétaires terriens existent, il faut faire avec. Donc il faut allier le droit positif et puis les droits coutumiers que nous connaissons. Donc l'attestation villageoise n'était qu'un début, qu'un papier qu'on émettait. Sauf que c'était un gros risque, compte tenu du fait que l'attestation villageoise ne respecte aucunement le plan directeur de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une portion de terre qui est là, le village dit bon, moi je vends des terres et il met l'attestation villageoise. Or, dans une ville comme Abidjan, il y a un plan directeur. Le plan directeur permet de sortir toutes les zones par rapport à une urbanisation bien étudiée, toutes les zones où il y a des routes, et ainsi de suite. Donc, le risque, c'est qu'en payant ce terrain avec une attestation villageoise, on se retrouve face à une situation où, lors du développement de la zone, une route peut venir passer sur notre terrain. Le terrain peut être vendu à plusieurs personnes. Il peut ne pas y avoir du tout de sécurisation adéquate sur ce terrain-là. Parce que dans nos villages, il y a les terrains villageois et il y a les propriétaires terriens, mais tout est organisé autour du chef du village qui signe des attestations. Maintenant, ce sont des terrains qui ne sont pas approuvés du tout. Et maintenant, le niveau de sécurité devient un peu plus acceptable pour les terrains qui sont lotis et approuvés par l'État. Ça veut dire tout simplement que le terrain a pu être approuvé selon la réglementation du plan directeur de la ville. Il y a Abidjan, il y a maintenant le Grand Abidjan, il y a l'intérieur du pays. Ça veut dire qu'on a étudié toutes les commodités, les routes sont passées, il y a des infrastructures de proximité qui existent, et ainsi de suite. Et le terrain étant approuvé, il y a toute une procédure à mettre en place. Donc le premier conseil qu'on peut donner, c'est dans un premier temps s'adresser à quelqu'un qui a un terrain qui est approuvé. Pourquoi? Parce que ça respecte d'entrée de jeu toutes les commodités liées au plan directeur de la ville. Mais ça ne suffit pas. C'est simplement une approbation. Et cette approbation peut être annulée à tout moment. Pourquoi? Parce que lorsque on fait l'approbation, il y a toute une série administrative. Il y a une enquête de commodo et incommodo à faire. Il y a au niveau de l'assainissement tout un avis à demander. Il y a au niveau du cadastre, tout un circuit administratif à faire. Il y a la direction technique de la cartographie. Donc, à part l'instant où une seule étape n'est pas respectée, à tout moment, ça peut être annulé. Donc, c'est un risque aussi. Et il y a le dernier niveau de sécurité qui est l'ACD, qui était à l'époque le titre foncier, ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire il y a longtemps, mais à partir de 2013-2014, il y a eu l'ACD, qui est l'arrêté de concession définitive. Cet ACD-là permet d'avoir un niveau de sécurité plus intéressant. Ce qui veut dire qu'on va payer plus cher, mais on est au moins en sécurité. Donc ce sont les différentes étapes qu'il faut regarder avant d'acheter un terrain. Sauf que il y a certaines personnes qui veulent acheter un terrain, mais dans leur esprit, c'est d'acheter un terrain très moins cher. Chez nous, on dit que quand un radin, il dépense 2 fois. Donc en voulant acheter un terrain très moins cher, on va vers les attestations villageoises, on s'adresse très souvent au chef du village ou à quelqu'un qui n'est même pas propriétaire, il n'y a pas de possibilité de contrôle. Et malheureusement, ce qu'on leur conseille toujours avant d'acheter un terrain, c'est d'abord, premièrement, de se rendre au ministère de la Construction, parce qu'il faut s'adresser à des professionnels. Il y a certains qui sont agréés pour ça. Il y a un fichier au ministère où les agréments existent. Il y a les aménageurs fonciers qui sont agréés, il y a les propriétaires, il y a les promoteurs immobiliers qui sont agréés. Et le guichet unique, qui est le guichet unique du foncier au ministère de la Construction, peut vous fournir les éléments sur les promoteurs, sur les aménageurs et sur les terrains qui sont approuvés. Ça, c'est le premier pas. Ça coûte 5 000, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Deuxièmement, concernant les ACD. Lorsqu'on achète un terrain, il faut faire son ACD, si l'ACD n'est pas encore fait. Il faut s'adresser bien évidemment à un géomètre. Après avoir eu
certaines informations au ministère de la Construction, il faut s'adresser à un géomètre. Le géomètre a son rôle. Ce n'est pas le géomètre qui vend le terrain. Il ne faut jamais acheter un terrain avec un géomètre. Le géomètre, son seul rôle, c'est de pouvoir vous faire l'extrait topographique et les dossiers techniques. Je répète, n'achetez jamais un terrain avec un géomètre. Il y a ceux qui sont propriétaires de terres qui sont répertoriés au ministère. Je vais vous expliquer. Lorsque vous allez acheter un terrain qui est approuvé, ça veut dire que les lots existent, on vous vend un lot, et le lot, il y a l'extrait topo qui vous est donné. Ce sont des petites des astuces, par exemple, qui existent, qu'il faut simplement aller au ministère de la Construction, il faut simplement payer peut-être 5 000 francs, on vous donne les éléments, ça c'est au guichet unique, ou vous allez à la direction du logement, ou aller voir la chambre des promoteurs pour avoir tous ces éléments-là. Ça c'est très important. Alors, pour juste revenir après la sécurisation du foncier à l'aspect de votre question où le déficit a été creusé, c'est que lorsque le programme a été lancé, tout ce dont je viens de parler, il n'y avait pas une vraie sécurité du foncier. Et le foncier sécurisé sous-entend que les purges ont été déjà faites par l'État et que les promoteurs ont pour rôle de faire des VRD secondaires, c'est-à-dire que tout ce qui est route, tout ce qui est équipement, ainsi de suite, et que l'État fasse des VRD primaires. Donc c'est tout un écosystème qui devait être mis en place. Et donc, à un moment donné, il y a eu un blocage. Le blocage était dû tout simplement que les promoteurs, évidemment, n'ont pas joué leur rôle, mais l'État aussi n'a pas joué son rôle. L'État avait pour rôle de mettre à disposition le site, faire les VRD primaires, les promoteurs devaient suivre. Alors, ce qui n'a pas été bien étudié et bien compris, c'est qu'il s'agissait d'un programme social. Le programme social, c'est-à-dire 60 000 logements au départ et après 150 000 logements. Malheureusement, quand on parle de programme social, il y a 80% de la cible sociale qui est dans le secteur informel. C'est ceux qui n'ont pas suffisamment de revenus. Il faut mettre en place un mécanisme pour leur permettre d'avoir accès à un logement. Donc, si pour le banquier, le risque de performance que la construction est respectée et que la commercialisation n'est pas respectée, il y a un blocage. Et les 80% des personnes qui étaient là n'avaient pas la possibilité d'avoir un crédit à la banque. Donc il fallait réfléchir à des réformes avant de lancer le programme. Donc ça a créé un blocage. En créant le blocage, ça a permis de faire une réflexion, en reconnaissant bien évidemment les torts de chacun, de faire une réflexion et par la suite réfléchir comment mettre en place un mécanisme de commercialisation. Parce que quelqu'un qui n'a pas de compte en banque ne peut pas lui prendre un crédit. Est-ce que la banque même qui donne un crédit a la capacité de supporter 60 000 logements? Non. Est-ce que les banques commerciales que nous avons ont la capacité de suivre le programme? Non. Ce sont des programmes de développement. Le programme de développement, ça veut dire que ce sont des logements qu'il fallait faire sur au moins 20 ans avec des taux d'intérêt très intéressants. Ça allait permettre à nos concitoyens d'avoir des maisons. Ici, par exemple, vous voyez, le SMIC est très élevé, je ne connais pas, mais chez nous, le SMIC est de 75 000. Donc, faire un logement et permettre à quelqu'un d'acheter et puis va payer un loyer de 25 000, vous comprenez que c'est très compliqué. Parce que le logement social était à 12,5 millions et le logement économique, 23 millions. Alors, ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont dans le standing sont exclus. Il y a une péréquation qui a été mise en place. 60% des logements doivent être faits en logement socio-économique et 40% en logement standing. Sauf qu'il fallait réfléchir à un mécanisme de commercialisation. Donc, les dernières réformes qui ont été prises après avoir consulté tout le monde, après avoir constaté le blocage, c'est que l'État a pris ses responsabilités maintenant. Donc, bientôt vous allez voir des productions massives qui vont se produire. La responsabilité, c'est quoi? C'est qu'il faut au moins faire 40 000 à 60 000 logements par an pour que le déficit soit un déficit qui ne bouge pas. Il faut mettre en place un système de sorte que ce soit la vraie cible qui bénéficie des logements. Si on fait des logements sociaux que de donner la vraie cible qu'on donne à d'autres personnes, on ne diminue pas le déficit. C'est-à-dire qu'il y a une production de logements que de donner à une dame au marché du gros qui va payer normalement, qu'on donne à quelqu'un qui a des moyens,
la cible n'est pas atteinte, ça ne va jamais diminuer le déficit, même si on produit 1 million de logements. Parce qu'il y a 1 200 000 personnes qui vivent dans les quartiers précaires. Et c'est eux, la vraie cible des logements socio-économiques. Donc, pour cela, comment réfléchir à un mécanisme de sorte que ceux-là qui sont dans ces conditions puissent avoir accès à un crédit. On a réfléchi, on a fait des benchmarks, on est allé au Maroc un peu partout. On a compris que s'il n'y a pas un fonds de garantie pour les accompagner, ça ne va pas marcher. Parce que le fonds de garantie va prendre le relais de la garantie auprès des banques pour leur faire des prêts. On a réfléchi, on a vu que si l'État ne met pas en place un mécanisme de purge pour les droits coutumiers et donner le terrain aux promoteurs, il y aura un problème. On a réfléchi, si l'État n'est pas la contrepartie, c'est-à-dire que dans un pays où on veut faire le logement social, c'est l'État qui est en face. Tout le monde n'est pas obligé d'être comme on appelle, propriétaire en même temps. L'État doit créer son patrimoine, financer l'acquisition sociale, permettre, ici il y en a, en Europe il y en a, je pense qu'il y a les HLM, vous voyez un peu comment ça se passe. Et donc l'État doit subventionner une grande partie. Donc, c'est l'État qui doit racheter avec les promoteurs et mettre sur le marché sous forme de location-vente sur 20-25 ans. Donc 25 ans, 30 ans, c'est ce qui va permettre de régler le problème de la commercialisation. Parce que la banque commerciale, quand elle fait un crédit, c'est sur 36 mois. Avec 6 mois de différé, ça ne peut jamais permettre de faire une production massive. Or, les banques de développement peuvent aller jusqu'à 25 ans avec des taux intéressants en faisant des productions massives. C'est ça qui permet de le faire. Donc, avec toutes les concertations qu'on a eues, c'est de pouvoir assurer qu'aujourd'hui, toutes ces réformes ont été mises en place depuis décembre passé. Donc, le déficit dont vous avez parlé tout de suite, normalement, va diminuer. Il y a un programme d'urgence qui est lancé de 25 000 logements avec des financements des banques de développement. Ça va réduire. Et vous avez vu que la CICOJ a été dissoute en fait pour mettre en place l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, qui va permettre de commercialiser ces logements-là. Et puis, vous avez vu qu'il y a une parafiscalité qui a été mise en place où l'État va faire des ponctions à la source pour pouvoir, sur le ciment par exemple, pour pouvoir créer ce fonds de garantie-là. Et puis, dernièrement, concernant les terrains, concernant la sécurisation des terrains, il y a eu en Conseil des ministres l'attestation villageoise qu'on a mis de côté pour aller sur un papier mieux sécurisé qui est l'attestation de droit d'usage. Ce qui permettra aux promoteurs, aux particuliers d'avoir un document plus sécurisé avec un numéro unique pour signer par le chef, signé par le responsable foncier du village et puis signé par celui qui fait le lotissement, le lotisseur, pour sécuriser, comme les papiers sécurisés qu'on voit. Ça va permettre de régler le problème et je pense qu'avec tous ces aspects réunis, on pourra réduire le déficit. Comme je suis seul, c'est pour ça que je parle beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Et actuellement, ma deuxième question, je pense que vous avez déjà un peu répondu, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce déficit-là, et aussi le deuxième volet, c'est qui est responsable. Alors, concernant la réduction du déficit, c'est ce que je suis en train de dire, c'est d'inviter tout le monde à participer, à créer l'offre. Nous avons travaillé pendant longtemps sur la demande. Mais vous avez dit qu'il y a 600 000 demandes de déficit. Nous avons travaillé sur les réformes qui existent. Ces réformes, il y a le fonds de garantie, il y a la banque de l'habitat d'ailleurs qui va reprendre du service. Et donc, il y a le volet commercial qui a été réglé en mettant en place la location-vente, tout ça. Donc, c'est de créer l'offre. Créer l'offre sous-entend produire massivement. Pour produire massivement, il faut mettre en place une industrie du logement. C'est la production massive, donc industrialiser la chaîne de production. Créer ensemble des nouvelles technologies pour pouvoir construire des technologies innovantes. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui sont ici
dans la diaspora qui ont la capacité de produire avec des technologies innovantes. Je veux dire ici, il y a des possibilités de faire des préfabriqués. Sont les bienvenus. Parce qu'aujourd'hui, c'est comment créer l'offre. Le plus difficile à l'époque aussi, c'était les lotissements anarchiques. C'est-à-dire que chacun se levait, il va faire un petit lotissement, il crée, je sais pas, il prend 50 hectares, il crée le lotissement, il vend en désordre, il fait une petite école qui a un équipement de proximité et malheureusement, on se retrouve avec plusieurs lotissements de gauche à droite, il n'y a pas de jonction. Alors, si on fait plusieurs équipements de proximité, des petites écoles ou bien des ESPC, établissements sanitaires de premier contact, malheureusement, tout ça réuni ne crée pas un équipement structurant. La somme de plusieurs petites écoles ne donne pas un lycée. Donc, nous sommes à une époque de transition écologique. Donc, on a demandé à ce que l'État puisse mettre en place un mécanisme pour penser aux villes nouvelles. Dans les villes nouvelles, c'est là que tout le monde se retrouve avec une urbanisation bien étudiée, avec un plan de structure bien étudié, avec des équipements bien étudiés et en tenant compte des smart cities, en tenant compte de la proximité avec tout le monde, parce que si tout n'est pas dans la ville, si on ne crée pas une ville, et qu'on veut partir par exemple sur un logement social, on peut créer un logement social à 100, 200, 300 km d'Abidjan, parce qu'il n'y a plus de terre, la pression foncière est très forte. Si celui qui achète un logement social, même 5 millions, et qui doit mettre 10 millions dans le transport, on tue le caractère social. Donc il faut tenir compte de la mobilité urbaine, il faut tenir compte de tout un aspect. C'est pour ça que je dis, et je dis toujours, construire un logement, c'est bien. Mais si on ne tient pas compte de l'environnement, de l'écosystème, ça ne sert à rien. Vous voyez par exemple à Abidjan aujourd'hui, quand il pleut, il y a des inondations dans certains endroits parce qu'on n'a pas tenu compte de certains aspects quant à l'assainissement. C'est tout ça qui crée la ville. Une ville sous-entend qu'on a tout. Je prends le cas de l'urbanisation par exemple dans nos villages. Ce n'est pas seulement l'exode rural qui crée ça. Il y a sur place le développement de la ville qui se fait. Quand je prends toujours le cas d'un village comme Béomi par exemple, où à l'époque il y avait 2000, 3000, 4000 habitants. Il y a des habitudes qui se sont créées, on a fait des maisons, on a habité et puis la ville se développe. On passe de 10 000 habitants à 30 000 habitants. Donc il y a une urbanisation de facto qui s'est créée. Donc si on veut rester dans le mimétisme urbain, c'est-à-dire que je vis à New York, je vois une urbanisation à New York ou bien à Londres, et puis je vais copier tout de suite à Béomi, ça ne marche pas. Donc il faut que j'adapte localement la situation et créer des logements décents, créer l'environnement qui va avec la population. C'est ça. Est-ce qu'il faut raser tout pour le faire? C'est pour ça qu'on parle de villes nouvelles, on parle de transition écologique, on parle de, là j'ai vu tout à l'heure l'exposé de notre frère, tout ce qui est énergie renouvelable, mais c'est ça, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et c'est ce qui permettra à nos frères de la diaspora de venir investir, de penser écologie, de penser ville, de penser futur, c'est ça. Parce qu'en réalité, on doit mettre à l'esprit que nous devons bien vivre aujourd'hui, à l'aise, avec nos costumes, tout ça. Mais il ne faut pas occulter que nos enfants et petits-enfants doivent bien vivre dans le futur. Donc c'est pour ça que je parle de transition écologique, de ville durable, de développement durable. Si on reste dans ce contexte-là, je pense que tout ça mis ensemble, on peut réduire le déficit. Voilà, c'est ça qui est très important. Voilà. Merci beaucoup. La dernière question. La majorité d'entre nous ici a déjà entendu parler des expériences douloureuses de personnes vivant à l'étranger qui se sont fait arnaquer dans leur projet d'acquisition de biens immobiliers. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter d'être victime de telles arnaques et que faire pour les arrêter? Très bien. Donc, ce ne sont pas que les gens de la diaspora, même localement, il y en a qui se font avoir. Mais je pense que je parlais tout à l'heure, d'abord, du foncier. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le foncier. Il y en a qui ont payé des terrains jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années, ils n'arrivent pas à avoir les titres. Et quand ils retournent un peu plus tard, quelqu'un a construit sur le terrain. Si vous voulez acheter un terrain, il y a une précaution simple à prendre. Déjà, adressez-vous à un professionnel. Vous allez au ministère
de la construction. Le guichet unique. Vous vous renseignez sur le papier qu'on vous a donné. Est-ce que ce terrain existe bien? Est-ce que ce terrain n'est pas dans une zone de servitude? Vous écrivez simplement 48 heures après, vous avez la réponse pour savoir si le terrain est libre, si le terrain où il y a une emprise de servitude. S'il y a une emprise de servitude, ce n'est pas la peine, puisque ça n'a pas de sens. Ou bien, vous allez directement sur les terrains qui sont approuvés et regardez et demandez l'arrêté d'approbation. Vous allez encore au guichet unique, ça coûte 5 000, c'est juste une vérification. On vous donne la liste des terrains qui sont approuvés. Si le terrain approuvé n'a pas été annulé entre-temps, il n'y a aucun problème. Maintenant, ça c'est un pas vers, comme on appelle, un niveau de sécurité. Une fois que vous avez cette possibilité de vous inscrire sur un terrain qui est approuvé, il faut maintenant voir, il faut faire un compulsoire, c'est-à-dire aller voir dans le guide du village si le nom, ça c'est un huissier qui fait, si le nom qu'on vous a donné, si votre nom est inscrit dans le guide et est inscrit dans le guide du ministère, ça vous permet de sécuriser et d'éviter d'aller chercher forcément des terrains moins chers. Parce que c'est en voulant chercher un terrain moins cher à 2 millions, 1,5 million, qu'on va se retrouver avec une attestation villageoise. Et l'attestation villageoise, on ne fera rien avec. Donc, un terrain dont la sécurité est un peu plus élevée, approuvé, sera forcément un peu plus cher. Sauf que ça vous met dans un confort de sécurité. Maintenant, il y a l'ACD. Le mieux, c'est l'ACD. Mais l'ACD en lui-même, si on monte une photocopie, je ne parle même pas des notaires, parce que le notaire aussi peut vous entraîner dans un schéma très compliqué, parce que le rôle du notaire, c'est simplement d'attester l'authenticité du document. Son rôle n'est pas, le notaire n'est pas un vendeur de terrain, puisque le notaire peut faire une demande d'ACD, ça ne va jamais aboutir. Donc, allez-y vous-même, faites une réquisition foncière quand vous avez une ACD. Dans la réquisition foncière, vous allez voir l'historique du terrain du début, même si c'est il y a 100 ans, jusqu'au moment où on vous donne la réquisition foncière. Vous allez voir s'il y a une hypothèque là-dessus, vous allez voir si la personne a vraiment l'ACD. Comme je disais tantôt, tu peux avoir l'ACD dans ta main, tant que tu n'as pas payé les frais, tu n'es pas propriétaire. Hein? Parce que quelqu'un d'autre peut aller payer les frais et prendre le terrain. Donc, ce sont ces aspects-là qu'il faut vérifier. Et donc, on a à votre disposition, pour ceux qui veulent acheter, de vérifier ça. Maintenant, je comprends bien que certains ont envoyé de l'argent aux parents pour pouvoir construire. Et bien évidemment, c'est la famille. Donc, si le parent ne construit pas et qu'il bouffe l'argent, après, ça se gère en famille. Donc, ça, il faut éviter. Et il y a souvent certains agents des impôts, si vous ne surveillez pas vos terrains, peuvent prendre les numéros des terrains en complicité, bien évidemment, avec certaines personnes du ministère, revendre à d'autres personnes. Leur seul objectif est que vous allez au tribunal. Si vous allez au tribunal, vous allez faire 20 ans, 30 ans de procès, mais lui, il est sur le terrain, après vous vous retrouvez sans terrain. Donc, si vous avez un terrain, automatiquement, faites une clôture. C'est vrai qu'à l'époque, pour avoir l'arrêté de concession défini, c'était très long. Ça décourageait certaines personnes. Bon, la personne dit, bon, moi j'ai un terrain, j'ai le temps. Sauf qu'à un moment donné, avec l'évolution de la ville, tellement qu'il y a la pression foncière, aujourd'hui on nous demande même de construire en hauteur. Donc avec cette pression foncière-là, automatiquement la ville arrive à votre terrain, quelqu'un construit dessus. Avec la complicité de certains agents du ministère. Donc, une fois arrivé au tribunal, votre terrain est parti. Hein? Ben, vous allez vous battre, le gars a construit dessus. Bon, c'est difficile pour un magistrat de dire de casser. On va dire qu'il faut négocier. Bon, il va faire appel. On va se retrouver, comme on appelle, tant que la procédure n'est pas terminée, on peut se retrouver à la Cour suprême. Donc, la précaution, je n'ai pas de précaution. Donc faites prudent. Maintenant, quand vous voulez faire acheter une maison dans une promotion, tout ça, c'est la même chose. Ministère de la Construction, tout dès vous allez au 26e étage, au 8e étage, vous demandez est-ce que le promoteur qui est en train de me vendre le terrain
est-ce que ce promoteur est agréé? S'il n'est pas agréé, ce n'est même pas la peine. Parce qu'après, il n'y a pas de recours. Je ne sais pas si vous avez regardé entre hier et aujourd'hui la page Facebook du ministère. Maintenant, on a mis en place un schéma de sorte que systématiquement, un programme immobilier qui sort, on a des gens sur le terrain en tant que chambre et on avertit le ministère et le ministère publie sur son site pour dire que cet agent-là n'est pas autorisé et nous ne sommes pas responsables. Donc, il faut vous renseigner, il y a un numéro vert pour ça. Et puis, il faut absolument savoir si le programme qu'on vous propose, est-ce que ce programme est agréé? Parce qu'il y a l'agrément du promoteur et il y a le programme qui est agréé. Pourquoi? Parce que quand un programme est agréé, le ministère a une responsabilité et un suivi. Il y a un compte séquestre qui est en place. Et le ministère a une responsabilité jusqu'à la fin des opérations. Si, à un moment donné, le promoteur est défaillant, le compte séquestre est piloté par le ministre. Vous pouvez être remboursé. Mais si vous faites des apports initiaux sans toutefois que le ministère ne soit au courant, bien évidemment, il y a certains qui ont disparu comme ça avec l'argent des acquéreurs. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est ça. C'est de pouvoir suivre les procédures et travailler avec les professionnels. Et aujourd'hui, on a signé la semaine dernière un protocole avec le ministre pour pouvoir répertorier tous les promoteurs en mettant un totem devant chaque, qui a été initié par nous, évidemment, donc le ministre a validé, devant chaque promotion immobilière pour pouvoir être sûr qu'on est dans le bon programme. Donc voilà un peu les précautions qu'il faut prendre. Et puis, il ne faut pas se précipiter. Il faut éviter de rester ici et envoyer de l'argent sans se rendre compte de ce qu'on fait. Il faut bien que ce soit dans un compte, que c'est dans cette optique que la Banque de l'Habitat et de Côte d'Ivoire et la Banque de l'Habitat du Sénégal, nous avons mis en place ensemble avec la Chambre, bien évidemment. De toute façon, je pense qu'ils vont revenir pour vous expliquer dans les détails un système pour pouvoir collecter, mais c'est la banque. Je pense qu'à Harlem, la Banque de l'Habitat du Sénégal a un guichet. C'est comme ça que la diaspora sénégalaise fonctionne, et les autres diasporas. Et donc, l'argent est versé sur un compte séquestre au niveau de la banque, avec la responsabilité de gestion de la banque. Et donc, la banque qui finance les opérations dénoue les opérations en fonction de ça. Et ça permet même d'ailleurs de faire, comme on appelle, des virements à partir d'ici. Parce que tout le monde, comme on dit, ne travaille pas forcément dans le formel. Donc ceux qui sont dans l'informel, c'est très difficile pour eux d'aller prendre un crédit bancaire pour pouvoir avoir accès à un logement. Donc ce contexte-là permettra de le faire le temps que la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire puisse avoir un guichet. Je pense qu'ils auront une représentation ici. Ils viendront voir son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour leur donner juste un petit bureau pour expliquer. Et puis bon, avec la convention, ça sera ici et puis à Londres aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je pense que l'idéal pour nous serait de travailler sur ça. Et puis je peux vous conseiller aussi le fait d'aller doucement en matière de promotion immobilière. Les grands projets de 100 000, 200 000 logements, il faut aller doucement. Je pense que ce sont les petits projets. Je ne vais pas traduire en du là, mais je veux dire, c'est en cuisant doucement que la tête du cabri, comment on dit ça? Donc c'est doucement, c'est petit à petit qu'on y arrive. Donc ça veut dire que vous êtes diaspora. Vous avez un garant moral. Que ici et à Londres, on prendra bien évidemment mon grand frère qui m'a fait l'honneur d'accepter de parrainer l'événement très bientôt. On peut l'applaudir pour ça. Monsieur Touré. Donc, non, comme ça tu ne peux plus refuser. Donc, c'est de vous adresser à son Excellence. La prétention n'est pas moi seul pour faire un programme, mais c'est une corporation de promoteurs. L'ambassadeur pourra nous consulter. Et à tous les promoteurs enverront un programme spécifique, avec des petites cités, des mini-cités, on en a parlé bien évidemment, 50, maximum 100 logements, ça c'est jouable. Et puis, chacun
pourra, à son niveau, contribuer en fonction de sa capacité. Et donc, plusieurs petites cités, ça permettra de construire une grande ville. Donc, si, par exemple, il y a 50 logements, les 50 logements sont prêts, on voit l'ambassadeur, Excellence dit, bon, ok, moi, je peux cautionner quand même 50 acquéreurs qui sont solides. Parce que c'est vrai, souvent on accuse des promoteurs. Malheureusement, très souvent aussi, il y a certains acquéreurs qui commencent des programmes qui ne terminent pas. Vous voyez un peu, on parle un peu au chien, on parle un peu à l'os. Mais c'est vrai que les promoteurs sont tapés sur la table, mais il y a des acquéreurs qui commencent, ils cotisent 2 ou 3 fois, et puis après, voilà, il vient dire, c'est vrai que le programme est en train d'avancer, bon, j'ai perdu ma mère, il faut me rembourser, je vais aller faire les funérailles d'abord, avant de revenir, donc ça déstabilise le programme. Donc, il aura l'ambassadeur qui sera là, qui va arbitrer, qui vient très souvent à Abidjan, qui verra. Et donc, ce sont des petits programmes comme ça, je pense qu'on aura l'occasion de mettre en place, et ça va permettre petit à petit de d'abord prendre confiance au programme, et puis bien huiler la structuration du financement avec nos différentes banques, et bon, avancer. Il y a même un promoteur qui a, excellent, il y a un promoteur qui a dû faire le déplacement aussi pour venir. Il va se présenter, qui a une grande promotion immobilière aussi à Abidjan, qui fait partie de la chambre. Voilà, c'est M. Landé. Donc, il est venu spécialement aussi pour ça. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire pour l'instant sur ça. Merci beaucoup. Bien reçu, merci beaucoup. Je pense qu'à présent, on va se retourner vers le public pour prendre des questions. Okay. Le micro, s'il vous plaît. Excellent, tu n'as pas droit aux questions. Je n'ai pas une question. Je voudrais dire au président aux personnes qui se sont allées. Effectivement, je suis à Londres. Il va parler d'une éducation. Je vais pouvoir transmettre le message à notre ambassadeur chef d'édition à Londres. Que puisse parler sur le demandant, nous attendons la lettre au chef d'édition. Merci. Ça, c'est un bon diplomate. Comme le micro est à côté de moi, je ne vais pas laisser la partie comme ça, si ça dit bonjour. Monsieur le Président du directeur général, c'est la question que vous abordez maintenant dans le cadre de ce panel est l'une des raisons qui nous ont conduit à organiser cette journée de l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'Ivoiriens de la diaspora, puisqu'ils même des diplomates ou issus de d'autres pays de la diaspora, combien se sont fait gruger, soit par des membres de leur famille ou par des opérateurs immobiliers. J'étais juste là à l'entrée, j'ai discuté avec un monsieur très, très connu sur les réseaux sociaux, grand influenceur, qui a raconté sa mésaventure. Je lui ai dit, frère, prends la parole tout à l'heure. Il ne faut pas avoir honte de dire ce qui t'est arrivé. Parce que on dit quand tout le monde frappe sa maman, il faut frapper pour toi-même. Sinon, si tu fais après, ils vont dire que tu es mauvais. Donc, en plus de ce que tu vas dire, tu vas voir d'autres prendre la parole pour dire il y a ici, il y a ici. Donc, c'est une maladie commune. Et en maladie commune, il faut des remèdes communs. Là, je voulais profiter de votre présence ici et de votre ce que vous avez dit pour emboîter le pas à mon aîné dans ce pour dire que notre objectif, comme je vous l'ai dit lors de plusieurs conversations que nous avons eues, c'est de tenter quelque chose avec la diaspora ivoirienne aux États-Unis dans le cadre d'un projet à taille raisonnable, réaliste et réalisable. Je voulais, au terme, quand nous avons conclu cette journée, que nous poursuivions, disons que nous nous engagions à travailler avec vous, au personnel et avec d'autres opérateurs, parce que j'ai déjà discuté avec la PHCI. Je vais même aller à Abidjan et j'aurai l'opportunité, grâce à vous, de rencontrer Madame Yassé. Madame Yassé, pour voir qu'est-ce qui peut être fait, structuré pour la diaspora ivoirienne que les États-Unis d'Amérique. Un projet petit. Ce n'est pas une histoire de 200 000 logements. Non, moi j'ai peur de ça. Un truc autour d'un concept. Comment faire en sorte que quand l'Ivoirien quitte ici pour aller faire un mois au pays, il quitte Washington pour se retrouver dans un environnement de Washington.
J'ai un projet Washington à Abidjan. Structurer les moyens, les hauts standings avec toutes les commodités qu'il y a dedans. Quand il y a un concept, quand il y a des gens crédibles qui se mettent ensemble dans le cadre d'une vision, ça attire. Je voulais qu'au sortir d'ici, on puisse prendre cet engagement commun et que, comme vous l'avez dit, ceux de nos frères et sœurs qui sont là puissent nous suivre. Parce que quand nous nous engageons dans quelque chose, nous savons ce que nous faisons et nous pouvons réussir. Nous osons et nous réussissons toujours. Merci. La dame en rose là. Après. C'est bien, excellence. Mon nom c'est que je vous remercie. Votre nom c'est Lydie Zoué. Zoué. Oui, je vous remercie. Vous m'avez convaincu ce soir et j'ai appris beaucoup de choses à travers vous. Merci beaucoup. Ma préoccupation, c'est une préoccupation, mais pas une question, parce que elle est personnelle. J'ai acheté un terrain. Je suis au niveau de l'ACD. Le ministère de la Construction m'a donné l'autorisation de commencer à construire parce que j'ai déjà un numéro. Ça fait plus de 4 ans que mon ACD est toujours à la signature. Je veux savoir, est-ce que c'est normal? C'est là ma préoccupation. Merci. Je vais répondre rapidement. Vous avez quel numéro on vous a donné? En fait, c'est l'ordre de recette. C'est l'ordre de recette. C'est-à-dire que vous avez introduit votre dossier au guichet unique. Maintenant, on vous a donné un papier. Ça, c'est l'ordre de recette. Il y a un numéro d'ACD dessus. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas l'ACD. C'est-à-dire qu'on vous a donné ce numéro-là. Ça veut dire que vous avez introduit votre dossier au guichet unique. Vous avez payé, je ne sais pas, un certain montant pour le faire. Maintenant, après le dossier, c'est ça qu'il faut comprendre, le suivi que je vais donner. Ça va vous permettre de bien comprendre à tout le monde. C'est que lorsque vous introduisez votre dossier au guichet unique, le guichet unique, après avoir traité, transmet le dossier à la direction du domaine urbain. La direction du domaine urbain regarde si le dossier fait partie d'un lotissement, va traiter tout de suite avec, là vous avez fait le compulsoire, tout ça, et va vous donner, remettre une attestation domaniale. Je pense que vous n'avez pas encore reçu ça. Une attestation domaniale, un papier qui dit que nous avons traité votre dossier. C'est une attestation qui dit qu'on a traité votre dossier et qu'on va poursuivre pour l'ACD. On ne vous a pas donné ça. Excusez-moi. Oui. Ma question est que je suis allée, mon terrain est à Jacqueline. Oui. Je suis au niveau de la signature de l'ACD. Je suis même partie là-bas. Ils m'ont montré mon nom, que c'est toujours à la signature. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Est-ce qu'on vous a donné une attestation? On vous a montré une attestation domaniale? Non. On vous a simplement dit que c'est à la signature. Et j'ai vu mon nom. Vous avez vu le papier? Oui, j'ai vu le papier, mais j'ai vu mon nom. Et on me dit que c'est à la signature. Et c'est la signature là. Signé pour retirer le papier, c'est pas si c'est normal. Vous avez vu ça où? Parce que un terrain qui est en dessous d'un hectare est signé par le... Là, c'est signé par le préfet de Jacqueline. Un terrain qui est au-dessus d'un hectare est signé par le ministre de la Construction à Abidjan. Donc, je suppose que c'est un terrain qui est en dessous de 1 hectare. Donc, c'est le préfet qui doit signer. Donc, vous êtes allé à la préfecture ou bien vous étiez à la conservation foncière? Je suis allé à la préfecture. Et dans le temps, l'année passée, ils m'ont dit qu'ils ont changé le préfet, le sous-préfet. Ah, il y avait une dame qui a été changé. Donc, le nouveau qui est là va prendre acte de nos dossiers et vous signer. Ma question, ça... Non, c'est pas normal parce que moi-même, je viens de signer un ACD il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que ça se signe. Si pour vous, c'est pas signé, c'est qu'il y a une procédure, il y a un problème. Donc, ce que je peux vous conseiller, le numéro que vous avez, je ne sais pas si c'est le numéro de l'attestation domaniale ou bien c'est le numéro de l'ordre des recettes, vous me donnez.
et moi, je serai tout de suite avec ce numéro quand je rentre à Abidjan, où se trouve votre dossier. Si effectivement le dossier est la signature du préfet, moi je vais voir le préfet pour faire signer votre dossier. Si ce n'est pas la signature du préfet, ça veut dire qu'ils n'ont pas créé le titre. Parce que ce que je voulais expliquer, c'est pour que vous compreniez juste. Hein. Quand le dossier va à la direction du domaine urbain, ça c'est encore le ministère de la Construction. Ils donnent une attestation domaniale qui est interne à eux. Mais là, le travail du ministère de la Construction s'arrête là. Après, le dossier est transmis, ils font le projet de l'ACD. Le projet de l'ACD ça ne veut pas dire encore que vous avez l'ACD. Hein. Le dossier est transmis à la conservation foncière de Jacquesville. Donc cette conservation foncière de Jacquesville, qui dépend de Dabou, va envoyer au cadastre pour la création du titre foncier. Le titre foncier encore, ça ne veut pas dire que c'est pour vous. Hein. C'est simplement un titre qui est créé sur le terrain pour donner une identité au terrain. C'est l'immatriculation. Donc après, une fois que ça c'est fait, on vous appelle, parce que le cadastre fait son rapport pour donner à la conservation foncière. Et donc, avec ça, ça revient au ministère pour pouvoir faire signer l'ACD ou à la préfecture. Une fois que c'est signé, on vous appelle pour aller payer les droits. Une fois que les droits sont payés, on vous inscrit maintenant dans le livre foncier. Et dès que c'est inscrit dans le livre foncier, c'est là que vous êtes propriétaire de votre terrain. Est-ce que vous voyez un peu la procédure? Donc, si en cours de chemin, il y a un blocage, c'est que quelqu'un est en train de mettre le pied dessus, ou bien il y a un problème. Je ne vais pas répéter ce qu'un frère a dit, la corruption, je ne rentre pas de ça. Voilà. Non, mais justement, non, c'est ce qui me tente justement. C'est que, pour que vous puissiez construire, il faut un permis de construire. Vous ne pouvez pas avoir un permis de construire si vous n'avez pas un acte de propriété. Si quelqu'un vous a donné un acte de propriété sans votre ACD, il y a un problème. Parce qu'un permis de construire ne peut pas se faire. Le document essentiel d'un permis de construire, c'est l'acte de propriété. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vous permettre de construire sur le terrain de quelqu'un d'autre. Il faut que vous soyez propriétaire d'abord. Ça, c'est l'élément clé qu'on regarde. Maintenant, il y a des agents du ministère, parce qu'on parle en famille. Il y a le directeur, peut-être, départemental de, comment on appelle, de Jacquesville, qui vous a donné l'autorisation de construire. Mais ça m'étonnerait que ce soit un permis de construire en bonne et due forme, puisque vous n'avez pas l'acte de propriété. Donc faites très attention, parce qu'un matin, soit le ministère casse, ou bien quelqu'un d'autre va venir pour dire que c'est son terrain. Donc c'est pour ça que je dis, si vous avez commencé de construire, arrêtez. Si on vous a donné l'autorisation, hein, parce que si on vous a donné l'autorisation de construire, sans permis de construire, c'est qu'il y a du faux quelque part. Pas vous, hein, mais bien sûr. Comment on peut faire un permis de construire si on n'est pas propriétaire du terrain? Peut-être qu'on peut vous dire construisez, mais sans papier. Là, c'est la parole contre parole. Mais si on vous a donné un permis de construire, c'est que le permis a été signé par quelqu'un. Donc les documents, et le document principal du permis de construire, c'est l'acte de propriété, l'ACD, ou bien comme on appelle un titre, le titre qui existait avant. Est-ce que vous voyez un certificat de propriété? C'est pour ça que je dis, donnez-moi le numéro qu'on vous a donné, et moi, je vais situer exactement où se trouve votre document. Maintenant, si ce n'est pas signé, on ira voir le préfet pour signer, au moins on saura où il y a problème. Voilà. Bonsoir, M. Sangaré. Merci à son Excellence, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Moi, c'est M. J. Calixte à l'état civil. Je suis des réseaux qui fait appeler Forma. Comment? Je suis un conducteur routier. Je maîtrise un peu ce pays-là, c'est 48 États parce que je suis toujours là en train de voyager. Et depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, j'ai eu beaucoup confiance à ce projet sur la Côte d'Ivoire. Donc, depuis son arrivée, j'ai commencé à économiser de l'argent parce que j'ai passé 20 ans de ma vie dans l'armée de Côte d'Ivoire et j'ai pris ma retraite en 2008.
Donc depuis ce jour-là, je suis arrivé ici, j'ai ouvert un compte à la PHCI, à Abidjan. Donc ma retraite, ma pension a commencé à passer au niveau de la banque. Et moi, chaque année, je prends l'argent de mes taxes et je fais passer dans la banque. Parce que j'avais en esprit de rentrer dans la vision du président de la République en réalisant un projet. Donc c'est ainsi, j'ai été approché par un jeune frère qui m'a parlé d'un projet de construction au niveau de André, Songon, Nouvelle-Ville. Et j'ai été partant. J'avais plus de 40 millions au niveau de la PHCI. Et ici, j'avais aussi des économies. Donc j'ai fait partie, les deux sont là, j'ai fait partie de cet argent-là à Abidjan. Nous sommes allés sur ce projet. Il s'avérait que dans le mois de septembre de l'année 2022, on devait aller, parce qu'on a parlé de rattrapage, donc on devait aller qu'on soit remboursé par rapport aux constructions de ces maisons-là. On m'avait parlé de 25 maisons. Donc nous avons commencé, on est parti sur une base de 16 maisons. J'arrive à Abidjan, je vais sur le chantier. Malheureusement, rien n'a été réalisé. J'avais déjà investi tout cet argent. Et la personne m'avait dit non, que le ciment coûte cher, les trucs ont augmenté. Bon, c'est un mois, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines. Et quand vous partez, vous n'êtes pas payé au niveau d'ici. Donc comment faire? Je vais regarder, même pour payer le billet d'avion pour revenir, c'était pas là. Il a fallu qu'à l'aéroport, je négocie pour qu'on puisse m'accepter sur Turkish Airways. La compagnie turque. Je suis rentré. Et là, dernièrement, je suis à l'Abidjan dans le but d'ouvrir un dossier au niveau, une procédure pénale. Donc, je suis arrivé à Abidjan, j'ai porté plainte. Donc, actuellement, nous sommes en train de parler, l'affaire est à la justice. Mais ce qui est encore plus mal, c'est que, avant que je parte à Abidjan, les murs, les maisons que nous avons construites avaient des murs qui ont commencé à tomber. Et le partenaire m'a appelé et me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On continue pour bien dire, bon, moi j'ai plus d'argent. Donc là, finalement, c'est le partenaire qui a essayé de augmenter les brèches. Et je suis revenu réfléchir, voir comment il faut rattraper ça. C'est vraiment très important parce que il y a véritablement une rupture de confiance au niveau de la diaspora. Vous avez parlé des parents, moi je vous parle des amis, des frères, des camarades. J'ai même pris un ami qui a pris une retraite anticipée. Je lui ai dit, bon, comme tu ne fais rien, tu vas aller superviser sur le terrain. Et comme j'avais une maison déjà construite à Yekoubo, j'ai dit, bon, tu prends le loyer, parce qu'on est dans l'immobilier. Moi, je vois un peu aux États-Unis ici. Tu prends le loyer en attendant qu'on soit un peu fort, on ait un peu d'argent pour pouvoir continuer les projets. Et lui, c'est à sa présence que j'ai commencé à perdre tout cet argent. On m'envoyait des photos des maisons qu'on faisait pouvoir acquérir. Moi, je fais souvent des vidéos, je sensibilise. Je ne me suis jamais dit que j'allais tomber un jour dans ce genre d'arnaque. Donc aujourd'hui, je vis présentement en Pennsylvanie, mais je ne saurais dire, puisque souvent, beaucoup de nos collègues sur les réseaux sociaux exposent leur vie. Je ne saurais dire si je loge avec des amis, si je loge, enfin si j'ai moi-même ma propre maison. Parce que souvent, quand on entend États-Unis, quand on entend Europe, quand on entend aventure, on pense qu'il y a de l'argent. Mais en réalité, on ne sait pas quels sont les sacrifices que certaines personnes font pour
essayer d'avoir un petit poids au niveau du pays. Il y a véritablement une rupture de confiance. Et j'ai dit à l'ambassadeur, j'ai dit, moi, d'abord, je demande réparation. Et il faudrait que ces personnes-là soient véritablement punies. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai introduit quelque chose. Vous avez dit, quand le monsieur arrive, il se met à la maison, c'est un problème juridique. En France, par exemple, quand vous squattez une maison, c'est au moins 1 an la procédure judiciaire avant de vous foutre à la porte. Ici, aux États-Unis, si tu n'as pas payé ce mois, le mois prochain, tu es filé. Tes affaires vont se retrouver à la poubelle. Débrouille-toi. Et ça même, c'est hors même du périmètre résidentiel. Il y a un problème véritable. Et aujourd'hui, il y a vraiment une rupture de confiance parce que nous sommes ici dans un système anglophone. Et nous venons d'un pays qui a une culture francophone. Il est très difficile qu'il y ait compatibilité si nos gouvernants et dirigeants n'ont pas fait l'effort de travailler au niveau des lois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui souffrent. Donc, j'aimerais savoir, dans ce genre de circonstances, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là n'est pas le seul problème. Il y a, c'est bien que vous soyez venus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a même, quand vous allez à Bergerville, vous allez voir, il y a un développement à problème présentement. Cofipro. J'ai 4 terrains à ce niveau-là. Les dossiers ont été suspendus. L'aménageur, tout a été bloqué. Donc actuellement, ils ne savent même pas comment faire pour que les acquéreurs rentrent en possession de leur terrain. C'est bien que vous soyez là. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous prévoyez pour plus d'informations, pour ne plus que les Ivoiriens se fassent juger et que la confiance renaisse véritablement afin que les Ivoiriens gagnent au terrain. Merci. Je réponds d'abord. Mon ami, c'est bien. Je suis les réseaux sociaux. Je le vois très souvent, c'est bien. Maintenant, on a parlé de l'environnement des affaires, on a parlé de lois, on a parlé de tout ça. Je pense que l'ambassadeur a synchronisé de sorte que la sensibilisation soit non seulement au niveau des opérateurs, mais au niveau aussi des autorités. Et ça, c'est l'objectif qui est visé par notre rencontre aujourd'hui pour que la confiance renaisse. Ça, c'est vraiment la clé de notre rencontre aujourd'hui. Maintenant, ce que j'ai écouté tout à l'heure, c'est que vous avez agi en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que quelqu'un est venu vous voir pour dire j'ai un projet, donc vous avez agi en tant qu'investisseur. Vous avez apporté des financements et malheureusement l'investissement n'a pas abouti parce que des précautions n'ont pas été prises par votre partenaire et tout ça. Est-ce que votre partenaire, avant de faire la promotion dont il vous a parlé, est-ce que le partenaire avait un agrément? Est-ce qu'il a agréé? Vraiment, nous sommes un peu novices dans ce domaine. Non, justement, c'est pour ça que je vous donne des conseils. Je vous donne des conseils et puis maintenant on trouvera la piste de solution. Donc pour tous ceux qui veulent faire de l'investissement dans l'immobilier, en Côte d'Ivoire en tout cas, il faut être prudent. Un investisseur, c'est comme un banquier qui veut financer un programme. Il faut qu'il soit sûr que la personne, dans un premier temps, avec qui il va faire son investissement dans l'immobilier, soit agréée. Que ce soit un agent immobilier, que ce soit un aménageur, que ce soit un promoteur immobilier. Il faut qu'il ait l'agrément. Deuxièmement, le site sur lequel il va vous amener à faire des investissements, il faut que le site soit un site qui est sécurisé, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'ACD. Troisièmement, il faut que pour faire son programme immobilier,
le constructeur qui va prendre, parce que vous avez parlé de fissures, j'ai bien écouté, il faut que le risque de performance soit garanti. Ça veut dire que quand les maisons vont être construites, il faut que ce soit des maisons qui soient des maisons bien construites. C'est ça qu'on appelle le risque de performance. Quatrièmement, il faut qu'il vous montre que si vous avez construit 25 maisons, il y a 25 clients. Pourquoi? Parce que vous êtes investisseur. Un investisseur doit prendre toutes les précautions possibles. Parce que là, vous avez agi en tant que banquier. Donc, quand vous agissez en tant que banquier, oubliez vos parents, oubliez vos amis, oubliez tout le monde. Soyez vous-même rigoureux. C'est-à-dire que vous-même, vous mettez les garde-fous. Tout à l'heure, vous avez écouté. Aucun banquier, on a parlé tout de suite de la capacité de remboursement, on a parlé de beaucoup de choses. Donc même ici, un banquier ne met pas de l'argent, un investisseur ne met pas de l'argent sans toutefois prendre les sécurités minimum. Donc, la personne qui est venue vous voir peut peut-être faire ça de bonne foi. Mais si la structuration n'est pas synchronisée et bien étudiée, vous allez vous faire voir. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le transport. Parce que, on dit tant qu'il n'y a pas l'argent, les paroles sont très bonnes. Dès que l'argent commence à venir, il y a problème. C'est pour ça que les banquiers prennent toutes ces précautions-là. On voit dans les promotions immobilières, il y a deux phases. Il y a la phase de production, qui est financée par une banque. Il y a la phase des acquéreurs, qui est financée par notre banque. Ce n'est pas la même banque. Ici, par exemple, les mortgages, ça prend du temps, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la même banque qui fait la production. Donc, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, en tant que frère, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas à montrer avec la main gauche. Quand nous regardons dans les benchmarks, partout où on s'en va, il y a un minimum de garantie. C'est pour ça d'ailleurs que les bailleurs de fonds font confiance. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire la sécurité des investissements. Prenez l'avion simplement, allez-y à Abidjan, vous allez voir que les avions sont pleins d'anglais, de français, d'américains. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum de sécurité d'investissement par rapport aux autres pays. Il y a la stabilité. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est de vous dire, faites attention. Ce n'est pas une question d'immobilier, mais faites attention quand vous investissez. Allez-y vers les bonnes personnes. Quand vous voulez venir investir, on peut venir vous dire, parce que ça a été investi sans business plan, sans étude de marché. La personne va dire, bon, si tu mets 40 millions, tu vas gagner 80 millions. Ou bien si tu mets 40 millions, tu vas gagner 100 millions. Ça s'appelle la spéculation. Et donc, si vous rentrez dans ça, vous allez perdre votre argent, c'est obligatoire. Donc moi, tout à l'heure, on se verra, pour que vous me donniez le niveau du dossier, vous savez, pour qu'on puisse vous aider au moins à sécuriser, à ne pas perdre votre argent. Mais dans le futur, adressez-vous à ceux qui savent le faire. Ici, je vais encore répéter que l'ambassadeur est là. Il a au moins dans son fichier des personnes ressources vers qui il peut vous aiguiller pour tel domaine ou tel domaine. Même si aujourd'hui vous allez voir l'État de Côte d'Ivoire, vous leur donnez l'argent comme ça. Mais demain, si l'État bouffe là, vous allez faire quoi? Mais moi-même, si tu veux me donner 40 millions, tu n'as pas de sécurité là. Vraiment, je n'ai pas de contrôle. Même toi-même qui es mon frère, si moi je viens te voir, je dis, bon, tu es en train de faire un direct, il faut placer ça, tiens, 20 millions. Mais demain, tu peux disparaître si je ne mets pas de garde-fou. Ça, c'est la base de la sécurité d'un financement. Ça, c'est le premier point. Donc, à retenir, je vais investir dans l'immobilier, je m'adresse à un professionnel. Je m'adresse à quelqu'un qui a un site avec un ACD, qui a la propriété du terrain. Et comme ça, avant d'investir, vous qui mettez l'argent, vous prenez l'hypothèque. C'est-à-dire qu'au lieu de 25 maisons là, on n'allait même pas parler de ça, tu allais prendre l'hypothèque sur le terrain. Donc, il faut s'adresser à quelqu'un qui sait faire une bonne structuration de financement, à un cabinet. Tu investis 40 millions ou 100 millions, ce n'est pas 2 millions, 3 millions qui vont te coûter cher pour aller prendre un cabinet pour t'aider. C'est comme quelqu'un qui construit un immeuble. Il y a des effondrements d'immeubles que vous avez vu à Abidjan. Il construit un immeuble et il n'est pas capable d'aller voir un ingénieur conseil pour lui donner 5 millions pour faire des études de structure et puis des études de sol. Demain, l'immeuble se croule. Il perd 100 millions, 200 millions. Le radin, il dépend sur 2 fois. Donc, si vous êtes venu voir
moi-même, je peux être votre conseil, ça va vous coûter un peu d'argent, mais c'est pas grave. Mais pour vous, je ferai gratuitement, vous êtes un frère. J'allais vous dire, mon ami, il faut demander l'hypothèque de la maison. Aujourd'hui, tu aurais l'hypothèque. C'est lui qui allait courir derrière toi, c'est pas ton problème parce que le terrain prend de la valeur. Tu allais venir voir un professionnel, il allait t'aider à construire. Si aujourd'hui il y a des fissures, ça veut dire que les matériaux de construction qui ont été utilisés, ce n'est pas de bons matériaux. Je parie. En réalité, il n'a pas. Ça veut dire le partenaire, c'est tellement complexe. Et vous le savez, ce qu'on appelle les boxeurs. Mais justement.